Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'on y parlera de produits de bourse, Société Générale, avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse, Société Générale. Bonjour Léa, merci d'être avec nous. Alors, cette semaine au menu, on parlera de l'or, d'OVH, du CAC 40, de Legrand, du pétrole et d'Omnium. Il ne me reste plus qu'à présenter nos invités assis autour de cette table. Avec pour commencer Jean-Luc Hussac. Bonjour Jean-Louis, vous êtes fondateur, formateur au sein de Perceval Finance. Merci d'être avec nous. Bonjour Thibault, bonjour tout le monde. Bonjour Dorian Abadi, vous êtes analyste chez Meilleur Taux Placement. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Mathieu Lebrun, vous êtes responsable de la newsletter Agora Trading Lab. Bonjour Thibault, merci. Mathieu d'être avec nous. Alors on commence tout de suite par la rubrique On refait la semaine. On refait la semaine. On va commencer avec vous, Dorian, avec l'or. Oui. L'or, un sujet qui vous intéresse particulièrement. Qui m'intéresse beaucoup parce que c'est valeur refuge par excellence. La reine des valeurs refuges, parce que c'est également un indicateur intéressant qui en dit long sur l'état du marché, sur l'état du monde en général, un peu comme le pétrole à la croisée de l'économie et de la géopolitique. Alors, on se maintient depuis plusieurs semaines au-dessus du seuil symbolique des $2000 l'once, ce qui est un record en termes de durée. On a un petit peu de mal à dépasser un certain seuil. Là. Vous allez sans doute en parler, mais on le voit sur le graphique, c'est intéressant. En fait, au plus fort du Covid, puis de la guerre en Ukraine, on a atteint un premier plafond autour des $2070 l'once. Très brièvement, en décembre, pendant quelques minutes seulement, peut-être une heure, on a atteint les 2150. En fait, il y a plusieurs raisons à cela. Évidemment, il y a le contexte géopolitique. Quand il y a une incertitude géopolitique, ce qui est évidemment le cas en ce moment, ou économique, on a tendance à se réfugier dans l'or. Quand je dis on, ce n'est pas seulement les particuliers, ce sont également les banques centrales qui en ont acheté à hauteur de 800 tonnes sur les 9 premiers mois de 2023. Alors pour quelles raisons elles rachètent de l'or? Alors, en particulier, les banques centrales émergentes, celle de la Chine, pour gagner en indépendance vis-à-vis du dollar américain. C'est crucial. C'est vrai également pour les particuliers chinois, on le voit. Alors, au-delà de l'émergence de la classe moyenne qui achète des bijoux, ils achètent également des pièces en tant que valeur refuge. On le voit bien sûr avec la Banque centrale russe également. Donc c'est un record. 2022 était déjà un record. Là, on est à plus 15% sur les 9 premiers mois. Donc on a atteint brièvement les 2150. De rachats par les particuliers, c'est ça? Par les particuliers, besoins industriels, bijouterie, banque centrale, tout le monde en achète de manière assez compulsive, on va dire, en ce moment, jusqu'à atteindre ce niveau-là. Et surtout, on reste un petit peu figé au-dessus des $2000. À cela s'ajoute le fait qu'il y a une corrélation inverse avec l'évolution des taux américains. Quand les taux montent historiquement, l'or a tendance à baisser et inversement. Parce que l'or ne dégage aucun coupon, aucun dividende. Donc quand les taux sont bas, on a tendance à placer son argent, et certainement pas dans de l'or qui ne rapporte rien. Ça conserve la valeur, mais ça produit rien. Là, en ce moment, avec les anticipations de baisse des taux, on a également eu donc une impulsion sur l'or. Et l'or avait bien résisté pendant la phase de hausse des taux, puisqu'elle était restée finalement grâce à la... 1800, $2000. Absolument, alors grâce à la géopolitique, grâce aux différents chocs, mais c'est vrai que historiquement, il y a plutôt cette tendance inverse entre les taux et l'or. Si évidemment on fait abstraction, toutes choses égales par ailleurs, de la géopolitique et des chocs exogènes comme peuvent l'être le Covid, l'Ukraine, etc. Et enfin, donc, il y a également les anticipations de baisse du dollar, qui jouent à plein pour les investisseurs internationaux qui ont des devises étrangères et qui donc peuvent acheter, on va dire à bas coût, de l'or en ce moment. On rappelle que l'or étant libellé en dollars, absolument, une baisse de dollars, pour une forme de compensation, l'or se renchérit. Totalement. Alors, enfin, un petit mot quand même sur ce que dit UBS. Ils ont sorti une note très intéressante sur l'or ces derniers temps. Ils le situent à $2200 l'once, nouveau record en fin d'année. 2250 courant 2025. Donc ce serait de nouveaux planchers qui seraient atteints. D'autres banques évoquent jusqu'à 2500 dans le courant de la décennie. Alors ça dépend des banques, est-ce que c'est en 2025, 2030, peu importe, mais dans les prochaines années en tout cas. Et alors chez Meilleur Taux Placement, vous avez pris position? Alors, ce qu'on dit, nous, c'est que c'est un anxiolytique. On en a effectivement un petit peu en gestion pilotée, mais un anxiolytique, en fait, parce que Marc Fiorentino rappelle souvent que si en avoir un peu chez vous ou au coffre vous permet de mieux dormir, c'est une très bonne idée, dans une allocation bien diversifiée, d'en avoir 1 à 5%. Si on craint de rentrer trop haut,
le mieux à faire, c'est ce qu'on appelle du DCA, ou des versions programmées, c'est-à-dire d'en acheter en petite quantité, tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans, de sorte à lisser sur le long terme le point d'entrée. On sait suffisamment ici, on l'a suffisamment évoqué ici sur ce plateau, que le bien-être, le fait d'être bien dans sa peau, permet aussi de respecter ses scénarios d'investissement et de ne pas réagir d'une mauvaise manière lorsqu'on est un petit peu contredit par le marché. Absolument. Merci beaucoup Dorian. Alors on va passer à Mathieu. Mathieu Lebrun, vous êtes intéressé à OVH. Vous nous rappelez ce que c'est OVH en 2 mots? Alors c'est eux qui gèrent les serveurs, le cloud en Europe, donc ils ont une grosse part de marché. Alors le problème d'OVH, c'est qu'ils sont en concurrence frontale avec les géants de la tech US, les Amazon, etc., qui se développent dans le cloud. Maintenant, on voit que dans toutes leurs publications, on a quand même une dynamique de chiffre d'affaires qui reste là. Donc je ne sais pas si on fait le tour de tous ceux que vous connaissez, que je connais, à 90% ils passent par OVH, donc ça montre bien qu'à l'instant T, il y a toujours la même dynamique fondamentale qui reste en place. Alors pour la partie plus technique et en termes de timing de trading, on le voit, on a une grosse tendance baissière de moyen terme, donc qui est illustrée avec le graphique là, le canal grisé et les petites flèches de couleur. Ce qui m'intéressait, moi, depuis 2-3 mois maintenant, c'est d'une part la dynamique de marché où on a eu un creux sur les indices depuis la fin octobre et en particulier sur la tech avec ce que Dorian évoquait à demi-mot, la détente sur l'obligataire et qui entretient donc le compartiment tech dont OVH fait partie. Et ce qui, moi, en termes de trading, m'intéressait à très court terme, vraiment, là, du coup, il y a la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, c'était la phase de compression là, de court terme que vous voyez sur le graphique, sur la partie droite du graphique, et le petit rectangle bleuté. Sur le support de 6,19, c'est ça alors c'était 7,99 en fait, on avait un niveau la zone des 8 euros qui tenait... 8 euros, ouais, effectivement, le niveau précis était à 7,99, mais autour des 8 euros schématiquement, on avait un titre qui consolidait comme ça à plat depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Et moi, ce que j'aime bien dans ce genre de structure, c'est quand on a ce genre de structure qui se forme sous une résistance. Donc ça peut être quand on est dans une tendance haussière plus marqué quand on est sur un niveau horizontal, mais en fait quand on a comme ça des résistances de court terme, en l'occurrence ici le haut du range et le contact avec la résistance haussière de moyen terme, en l'occurrence la borne haute du canal descendant grisé que j'ai évoqué juste avant, généralement en fait quand on a comme ça un titre qui va chercher de nouveau plus haut, il y a un effet boule de neige. Alors j'ai pas tout compris, excusez-moi. Vous avez parlé d'un support à 7,99. Ouais. Sous une résistance qui est en fait, en termes de... Et vous avez parlé d'une zone grisée, est-ce que vous pouvez réexpliquer en fait, le principe, c'est ce que j'aime bien en termes de timing, de trading, c'est un truc de trading, ça c'est vraiment un actif ou une action en l'occurrence, qui va réfléchir sous résistance. C'est-à-dire que quand on a un titre qui arrive de manière très marquée, très impulsive, sous un niveau clé, il y a peu de chances en fait qu'il dépasse en ligne droite. C'est-à-dire par exemple, l'image c'est le CAC 40 avec les plus hauts, les 7005, 7006. On l'a vu, on est passé de 6008 fin octobre à 7006, et donc moi depuis le mois de décembre schématiquement, je m'attendais pas à ce qu'on ait vraiment des relais au-dessus, parce qu'on arrive sous un niveau de résistance mais en ligne droite, c'est-à-dire sans prendre le temps de réfléchir. Et là en fait ce qu'on voit sur OVH, c'est qu'on testait depuis plusieurs jours, plusieurs semaines une résistance, mais en réfléchissant, c'est-à-dire quand j'appelle réfléchir, c'est une phase de consolidation, d'indécision où il se passe plusieurs jours, plusieurs semaines, où la volatilité se comprime, ce qui se traduit par un petit range, le petit rectangle bleuté. Et en fait, généralement, statistiquement, plus le temps passe, plus la volatilité se comprime, et plus, en fait, quand on a une sortie de cette phase, plus ça va vite. Et donc, moi, c'est ce que j'anticipe. Une forme de prise d'élan, ou pour les golfeurs, c'est comme un ressort. En fait, j'ai une image dans mes guides de formation. C'est comme un ressort qu'on comprime, et ou un élastique, en fait. Et plus on comprime le ressort, et plus, en fait, quand on lâche, il y a d'énergie qui se dégage à la sortie. Et en fait, en bourse, ça marche statistiquement pas mal. En tout cas, moi, en backtesting depuis plus de 15 ans, c'est des choses qui marchent vraiment très bien. Et OVH, la semaine dernière, on est encore un bon exemple. Et donc, ce que j'aimais bien, c'est qu'on avait une journée investisseur, justement, mercredi 17 janvier précisément sur OVH. Et moi, j'aime bien quand on peut, comme ça, j'ai un scénario technique, graphique et un news flow, une actualité. Alors, ça peut être une publication de résultats, ça peut être quelque chose de plus macroéconomique, une annonce de la Fed ou des chiffres de l'emploi ou des choses très surveillées.
Mais en gros, comme ça, quand j'ai un catalyseur potentiel en termes de news flow fondamental et une structure technique de graphique qui va en termes de probabilité dans ce que j'attends et dans ce que je recherche, ça marche assez bien. Et donc OVH le feu passe au vert et vous. Et donc OVH a rempli tous les critères, c'est-à-dire que le 16 en fait 24 heures avant, c'est-à-dire que je l'ai surveillé déjà la semaine antérieure. Après il y avait des hésitations début janvier sur le Nasdaq, donc ça a expliqué qu'en fait le titre n'y aille pas, et elle a fini par y aller quand le Nasdaq y est allé, et de manière concomitante au news flow qu'on a eu, l'Investor Day, qui s'est tenu le 17 janvier précisément. En termes de niveau, et donc en fait je m'attendais à quel niveau vous l'avez moi je suis rentré à 9, alors pour tout vous dire c'est vraiment allé très vite, parce que quand je suis rentré à 9 c'était le mardi 16, et en fait dès le mercredi 17 on était déjà à 10-20, c'est-à-dire que je m'attendais à ce que ça aille vite, mais en toute franchise je pensais pas que ça prendrait déjà 10 ou quasiment 15% en à peine 24 heures. Vous êtes sorti, et donc je suis sorti en moins de 24 heures, donc c'est des choses qui vont très vite, c'est les opportunités qui sont signalées par vos, entre guillemets, c'est toujours quand on a ce genre de situation, c'est pas un peu un problème de riche, ce que je dis toujours, c'est en gros quand on a raison limite trop vite, rétroactivement je préfère que ça y aille quasiment directement plutôt que le titre tombe vers 8,50 ou 8,30 et finissent par y aller. C'est-à-dire que je préfère évidemment avoir moins de risques et avoir raison assez rapidement que l'inverse. Donc, pour terminer, qu'est-ce qui aurait invalidé ce scénario-là? Quel était le stop que vous étiez mis? Le niveau c'était 7,99, mais là encore ce qui était intéressant, c'est que dans ce genre de structure, c'est que quand on est, en fait moi j'ai acheté quand on était dans le haut de ce range. Alors évidemment quand on est dans le haut de ce range, c'était le mardi 16 janvier, il y avait des chances que le range tienne et que ça ne sorte pas par le haut. Mais pour le coup, ce que j'aime bien dans ce genre de stratégie de trading, c'est que ça ne veut pas non plus dire que l'action va rechuter de 10% en ligne droite dès le lendemain. C'est-à-dire qu'il y avait aussi la possibilité que l'Investor Day soit un non-événement, qu'il n'y ait pas la dynamique qu'il y a eu sur le Nasdaq, et qu'au final, il ne se passe rien. C'est-à-dire que, en gros, en termes de probabilité, pour moi, il y avait au moins 2 chances sur 3 pour que, dans le pire des cas, elle ne fasse rien et reste dans son range, ce qui, si ça avait été le cas 2-3 jours après, m'aurait conduit peut-être à sortir en petite perte. Donc pour résumer, une chance sur 3 de sortir du range par le haut, une chance sur 3 de rester dans le range, et une chance schématiquement, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais en gros, très clair. On est allé dans le détail, c'est très bien. J'espère que nos téléspectateurs apprécient ce moment pédagogique. Merci beaucoup Mathieu. Jean-Louis, CAC 40, votre spécialité. Oui, les indices. Le rendez-vous. Oui, il y a quelque chose à dire, parce que le but du jeu, c'est aussi, sur le passé, c'est d'apporter un élément de culture bourse, quelque part. Cette fameuse journée du mercredi, il y a 8 jours, là, le marché est sorti par le bas. Il a fait un point bas qui correspond au mois de novembre, vous vous rendez compte. Et là, beaucoup se sont dit, c'est fini, ce marché va s'orienter à la baisse, parce que ça fait un bout de temps maintenant que les enjeux sont sur la table, qu'on connaît à peu près tout, qu'on se dit quel pourrait être le catalyseur d'une reprise. On ne voit pas, sauf les marchés américains qui vraiment c'est le refuge, c'est le dollar qui sert un peu de refuge, c'est les perspectives, et surtout le marché américain est porté par l'IA d'une manière assez marquée. Donc les indices européens, ils semblaient délaissés, etc. Et en direct, puisque je l'ai dit sur mon compte Twitter pour que les gens, leur faire un petit commentaire, mais l'idée c'était de savoir est-ce que c'était annonciateur d'une baisse ou pas. Moi ici, je vous avais dit jusqu'à 7150, j'achète, et donc là on était tombé à 7275 à peu près, et j'ai dit il faut acheter, en expliquant pourquoi, c'est-à-dire, ce que j'invite les gens à faire, c'est regarder la structure des prix sur les valeurs, notamment déjà commencer par le CAC 40. Qu'est-ce qu'on observait? On observait une régularité incroyable entre la plus haute et la plus basse. Alors, il y avait une majorité de baisse, bien évidemment. Qu'est-ce que vous appelez régularité? La plus forte hausse, c'était peut-être 0,5 ou 0,6. Il y en avait 3 ou 4. Et puis après, c'était moins 0,10, moins 0,12, moins 0,15, moins 0,20. Beaucoup d'amplitude. Et jusqu'à même... l'extrême encore, c'est pas très grave, mais il y avait en fait une régularité dans les baisses. Il n'y avait aucune valeur ciblée à attaquer, si vous voulez, qui était en forte baisse. Et j'en ai déduit, et je pense qu'on peut en déduire, qu'il y avait de l'arbitrage.
Et concomitamment, on apprenait aussi que les hedges commençaient à se couvrir, etc. Les hedge funds. Il y avait des investisseurs qui se couvraient. Donc, se couvrir, c'est être moins vendeur potentiel plus tard. Déjà, si on a raison, si on se trompe pas sur l'observation, on peut se dire, ils se couvrent parce qu'ils sont méfiants, ils font preuve de prudence. Mais si le marché, si vous voulez, continue de baisser, comme ils sont couverts, ils vont pas vendre. Et si le marché monte, ils vont pas forcément vendre tout de suite non plus. Donc, il y a eu ces ventes. Que fait, si vous voulez, l'arbitrage quand il y a des ventes de futurs, par exemple? On vend des futurs. En général, à un moment donné, les gérants, c'est ce qu'ils font. Ils vendent des indices sous la forme de futurs. C'est très rapide. Et un contrat, sur le CAC 40... On rappelle juste en un instant le principe de la couverture de portefeuille. On est gérant de portefeuille, on veut couvrir une partie de portefeuille, c'est-à-dire protéger, immuniser une partie de son portefeuille contre la baisse des marchés. Donc on prend position à la baisse sur un contrat à terme que vous appelez futur. Donc là, il vaut 7003, le marché, c'est sur un put d'ailleurs, un put Varan, un put turbo. Voilà. Léa pourra nous en parler. Donc 7003 par exemple, et ce sont des contrats standardisés, c'est 10 € le point, donc ça fait 73 000 pour un lot. Vous en faites 10, vous couvrez 730, etc. Ça va assez vite, on peut faire une centaine de lots facilement. Quand on est un gros gérant, évidemment. Oui, bien sûr. Alors, que fait l'arbitragiste? Il achète, si vous voulez, ce futur, parce qu'il voit qu'il y a un écart qui augmente entre le contrat à terme et le cash, et il vend le panier, c'est-à-dire les valeurs du CAC, et il les vend au prorata de leur pondération, etc. Voilà. Parce qu'il estime que cet écart va s'amenuiser. Pas qu'il estime, c'est que dès qu'il s'écarte, il y a quelqu'un qui vient faire l'arbitrage. On appelle un peu l'efficience des marchés d'ailleurs. Voilà. Et à la fin, de toute façon, le futur est compensé sur le prix du cash. Ouais. On est sur le CAC 40 là. Donc voilà, et l'idée c'était quoi? C'était de se dire, mais est-ce qu'il y a ou pas des ventes ciblées, des ventes sectorielles? Et il n'y en avait pas. D'accord. Donc on est revenu extrêmement violemment dans le range précédent, ce rectangle qu'on observe depuis la baisse du début de l'année. 100 points au-dessus, quasiment. Voilà. Ouais. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on alterne les hausses, les baisses, parfois 2 fois dans la même séance. Parce qu'il y a une volatilité extraordinaire de la densité. C'est-à-dire que cette densité, elle est là, elle n'est pas là. À savoir, dès que les algos vendent... C'est là où on s'aperçoit qu'il y a une gestion algorithmique extrêmement importante, parce que quand l'algo vend, il se retire de l'achat. S'il ne fait rien, il se met un peu à l'achat, il se met un peu à la vente, et il essaye d'acheter quand ça baisse, de revendre quand... Bon, ok. Mais s'il vend, en tout cas, il se retire. Donc ça peut aller très vite à la baisse, et quand ça monte, il se retire de la vente, et ça va très vite à l'achat, donc à la hausse. Et c'est ce qu'on observe depuis des jours et des jours et des jours. C'est assez perturbant parfois pour certains qui se disent « mais pourquoi on réagit comme ça? Qu'est-ce qui fait que les marchés tiennent? C'est pas normal étant donné les menaces, etc. » N'empêche que, c'est vrai, il faut dire aussi, les résultats des sociétés sont plutôt pas mal, notamment aux États-Unis. Il y a eu vraiment... les attentes étaient optimistes. On disait que les attentes étaient optimistes par rapport à ce qui était redouté, on va dire. Mais ces résultats sont encore meilleurs que les attentes. Un petit mot sur les niveaux que vous évoquiez tout à l'heure. Donc aujourd'hui, vous êtes toujours on est acheteur. Dans le principe que au-dessus de 7150, voilà, vous êtes acheteur. A priori, si vous voulez, on va continuer d'acheter jusqu'à potentiellement 7150. Je vais remonter ce niveau à un moment donné, hein, c'est évident. On va voir comment ça pourrait peut-être être sous 7200, pourquoi pas, voir le dernier plus bas, parce que si le marché remonte, si vous voulez, il va dessiner autre chose. Donc on va évoluer, mais... Et jusqu'à quel niveau? 7000, toujours les plus hauts là? Le 7275, lui, il est important, et à la hausse, on ne se fixe pas de limite à la hausse. Ça ne sert à rien. Nos limites. C'est-à-dire qu'en fait... On est acheteur, donc on continue à faire son boulot, on vend les écarts types en fonction de la vol, etc. Mais là, aujourd'hui, si vous voulez, l'idée, c'est de se dire, il ne faut pas trop chercher à comprendre. Les enjeux, tout le monde les connaît, il n'y a pas de surprise, il y a une hyper-prudence, une hyper-méfiance. Et le fait que les gérants soient venus, certains gérants en tout cas, soient venus se couvrir, fait que, si vous voulez, ça diminue encore la complaisance qui pouvait commencer à poindre un peu sur le marché, parce qu'on a toujours des volatilités implicites. Très faibles, à 11. Donc c'est quand même vraiment preuve d'un optimisme, mais assez logique par rapport à la situation. Parfait, merci beaucoup Jean-Louis. On va passer maintenant à la rubrique suivante, le zoom sur...
Le Zoom sur avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale, qui va nous parler de liquidité et de volume. Comment différencier les deux et qu'est-ce que ça signifie finalement? Effectivement, oui, c'est des notions qui parfois se mélangent un peu dans la tête des investisseurs et ce sont des notions très importantes qu'il faut bien maîtriser. Donc souvent, on a tendance à dire aux gens qui investissent sur un actif financier, alors que ce soit des produits de bourse ou autres, qu'il faut privilégier des actifs qui sont liquides. C'est un mot qui revient énormément et effectivement, c'est très important. C'est une bonne pratique de privilégier des actifs liquides. Pourquoi? C'est quoi la liquidité? En fait, la liquidité, c'est la capacité pour un investisseur à acheter facilement dans des quantités satisfaisantes et rapidement un instrument financier ou à le revendre pendant les horaires de marché. Alors pourquoi sur les produits de bourse, on dit souvent que l'un des avantages, c'est que ce sont des produits très liquides, c'est parce qu'en fait, ils ont un market maker, Société Générale ici. Un teneur de marché en français. Voilà, teneur de marché. Et pourquoi il tient le marché alors pourquoi cette banque tient le marché? Parce qu'en fait, elle va proposer en permanence pendant les heures de bourse et dans des conditions normales de fonctionnement, un prix à l'achat et un prix à la vente. Donc ces produits fonctionnent avec un bid et un ask dans des quantités qui permettent aux particuliers avertis français qui souhaitent passer des transactions de le faire de manière extrêmement rapide et fluide dans le marché. Alors c'est tellement, si vous voulez, institutionnalisé entre guillemets comme notion, c'est que ces produits étant listés en bourse, elles font l'objet d'un contrat qu'on appelle d'apporteur de liquidité avec la Bourse de Paris qui va justement encadrer ces tailles avec lesquelles les particuliers peuvent investir à l'achat ou au contraire revendre leur position, et aussi l'écart entre les deux côtés de la fourchette. Donc tout ça est très codifié, très réglementé. Alors qu'est-ce qui se passe quand on voit souvent sur les produits de bourse 50 000 d'un côté, 100 000 de l'autre, etc. Quand il y a un acheteur qui achète 100 000, qu'est-ce qui se passe? Voilà, alors ça fait appel à une autre notion. Peut-être que je vous ai devancé. Non, mais c'est une transition parfaite, justement. Donc ça, la liquidité, c'est cette capacité à avoir un marché fluide, à pas être embêté, à se dire, tiens, mince, je voulais acheter, je peux pas, ou pire encore, je veux vendre maintenant et c'est compliqué. Non, ça, quand un produit est liquide, on peut faire tout ça très aisément. Ce n'est pas à confondre avec ce qu'on appelle la taille de contribution. La taille de contribution, c'est ce que l'émetteur, le teneur de marché, la banque, ici Société Générale, va mettre en carnet. C'est-à-dire que quand on voit un carnet d'ordre, on voit le prix bid et le prix ask pour une certaine quantité. Ça veut dire qu'à un instant T, vous êtes capable, si vous le souhaitez et si vous avez les moyens bien sûr nécessaires, d'acheter l'intégralité de ce qu'il y a en carnet en une fois au cours proposé. Donc le teneur de marché peut proposer à un instant T une certaine quantité, voilà. Et donc les investisseurs ont l'opportunité de les prendre. Exactement. Et alors quand ils les ont prises? Alors quand ils les ont prises, ça fait appel à une autre notion. Merci de me faire toutes mes transitions, j'ai rien à faire aujourd'hui. C'est intéressant. Qui est la taille d'émission. Puisque donc ce dont on parlait avant, la taille en carnet, ça s'appelle la taille de contribution. Donc c'est ce qu'on peut acheter ou vendre comme ça au prix du carnet, qui est différent de la taille d'émission. La taille d'émission, c'est en fait quand on produit un produit financier, c'est pas très différent que de produire un autre bien plus tangible, on le produit pour un certain stock. Ça, c'est ce qu'on appelle la taille d'émission. Et cette taille, elle est souvent bien supérieure à la taille de contribution qu'on met dans le carnet. Du coup, quand la taille de contribution du carnet est vidée, notamment par un ordre important, automatiquement, l'émetteur va aller recharger, entre guillemets, le carnet avec ce qui lui reste de la taille d'émission, ainsi de suite, pour permettre de passer plusieurs ordres d'affilée. En fait, ce temps est généralement assez court, mais ça lui sert à quoi? Ça lui sert à refaire sa couverture. Donc racheter le sous-jacent? Exactement, voilà, tout à fait, puisque l'émetteur ne prend pas la position inverse de son client et couvre chacune des positions. Donc au fur et à mesure, il a le temps de refaire sa couverture aux conditions actuelles du marché. Est-ce que c'est important quand on voit des volumes traités dans une journée sur un produit de bourse? Alors absolument pas. Les volumes qui sont traités ne sont en aucun cas le reflet, et c'est la dernière notion, de ne pas confondre justement cette liquidité avec le volume traité, la taille de contribution et la taille d'émission. Le volume traité n'est absolument pas annonciateur d'un bon produit ou d'un mauvais produit. C'est le carnet d'ordre finalement qu'il faut regarder. Exactement. Combien il y en a à droite, combien il y en a à gauche. Parce que quand quelqu'un traite un produit, déjà on ne sait pas si c'est à l'achat ou à la vente, et puis est-ce que la personne est en gain, est-ce qu'elle est en perte, est-ce qu'elle a le même profil d'investisseur que vous ou pas? On n'en sait rien. On a 16 000 produits listés en bourse, tous ne traitent pas tous les jours, et c'est pas pour autant que ceux qui traitent vont avoir une bonne performance dans la journée ou sur un mois, que ceux qui traitent pas, qui performeront mal. Voilà. Merci beaucoup pour ces notions et ces précisions. Merci Léa. On va passer maintenant à la rubrique le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders avec pour commencer Dorian Abadi. Vous connaissez le principe, Dorian, vous êtes un habitué du plateau, vous avez 60 secondes
pour convaincre vos 2 camarades s'il y a trade ou pas trade. Hein. Ils auront leur petite raquette de ping-pong pour dire s'il y a trade ou pas trade. Donc on va mettre le chronomètre derrière moi, en place. 3, 2, 1. Dorian, vous êtes prêts ? Oui. C'est parti. On a récemment émis chez Meilleur Taux Placement une recommandation à l'achat sur Legrand. On cherchait un titre de grande qualité qui sous-performait le CAC 40 ces derniers temps. C'était le cas de Legrand, à peu près moins 5, moins 6% depuis le début de l'année contre un CAC qui perd 1 à 2%. Alors techniquement, en fait, ces derniers jours, on est venu tester un gros niveau de support, un double niveau de support, à la fois oblique, on le voit sur le canal du graphique, mais aussi cette courbe bleue. Alors pour les plus techniciens, c'est une moyenne mobile très importante de période 200 qui réagit très très bien sur le titre Legrand. Donc on a acheté concrètement le niveau des 88,90 €. On est sensiblement sur ce niveau-là ce matin, peut-être légèrement au-dessus, avec pour objectif de court terme les 93. C'est notre niveau à horizon 1 mois, ça dégage un peu moins de 5% de potentiel de hausse qu'on a amplifié avec l'effet de levier d'un turbo. Au-delà, mais on sort de cet horizon d'investissement, ce sont les 97 et les 100 € qui sont intéressants. Et le stop loss, on l'a mis évidemment sous ce double niveau de support. Voilà. Fondamentalement, c'est une super boîte. J'aime beaucoup votre pitch, Dorian. Je fais une petite aparté parce que vous surveillez le chronomètre. Ah, c'est le jeu. Comme le lait sur le feu. Je vous remercie de jouer ce jeu, en tout cas. Alors, Mathieu, Jean-Louis. Alors, nous avons pas trade ici et trade ici, donc go, stop. Sur l'or, je vais être... N'essayez pas de chercher du soutien pour la suite. Jean-Louis, allez-y, je vous en prie. Donc, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce... Oui, alors, bon, Legrand a revu en baisse ses perspectives. Elle avait beaucoup monté, donc elle a retracé, et les chiffres, c'est le 15 février. Il y a la publication. Je pense que d'ici là, on va rester extrêmement prudent sur la valeur. On va redouter peut-être des petites déceptions. Donc, si vous voulez, je suis d'accord que sur le plan technique, un achat vers 88, mais bon, pas maintenant, quoi. C'est-à-dire que si moi, typiquement, si je fais quelque chose, c'est 88, 93, mais non, je n'irai pas rechercher immédiatement les... C'est nos points d'ailleurs, 88 à 97. 93. Oui, non, le point d'entrée, le oui, mais 88, on n'y est pas là. C'est ça le truc. Oui, mais c'est sur repli. C'est sur repli. Ou alors on suit les recommandations. Attendez, vous répondrez tout à l'heure, on laisse parler. Oui, non, mais je pense de toute façon que, si vous voulez, c'est pas assez... dans un environnement de marché, d'hésitation, etc., je vois pas Legrand sortir par le haut. Voilà, c'est tout. Mais en même temps, je suis pas hyper négatif du tout. Hein. Mais voilà, c'est tout. Beaucoup de respect entre vous, évidemment. Mathieu. Moi, j'aime bien le petit double creux. Ce que j'aime bien, c'est que l'invalidation, elle est relativement proche. Alors, j'ai pas regardé où on était là précisément, mais en gros, c'est vrai que moi, j'aime bien le risk-reward, c'est-à-dire le côté stop sous des 88, 88, 50. Et après, c'est vrai que par rapport à la situation, ce que disait Jean-Louis là du CAC 40, où c'est un peu indécis, assez neutre. C'est vrai que je la vois pas non plus exploser les 95 €. Donc, un petit billet haussier, mais sans plus, quoi. Voilà. Il y a aussi un support horizontal sur les 88,50 parce que c'était les plus hauts de octobre. Enfin, c'est une résistance d'octobre, puis c'est une résistance aussi peut-être plus vieille. Alors, ça fait 3 pour Thibault, là. Ah, c'est peut-être pour moi cette fois-ci. Merci. Alors, droit de réponse, Dorian. Oui, effectivement, on est à très court terme. C'est-à-dire qu'on cherche simplement les 93 €. C'est de souvenir 4,60% de hausse par rapport à notre point d'entrée, qu'on a doublé avec l'effet de levier d'un turbo. On peut sortir tout à fait avant avec un effet de levier raisonnable. Hein. Oui, en général, on envoie pour notre part chez Meilleur Taux Placement des recommandations entre x2, x3, parfois un peu plus, notamment sur le pétrole, mais c'est relativement rare. Des recommandations non personnalisées. Non personnalisées, bien sûr, on a une communauté importante. Merci beaucoup Dorian, c'était très intéressant. Alors, nous allons passer à Mathieu. Transition avec le pétrole. Ouais. Tout trouvé. Évoqué certainement. Certainement. Alors, on va mettre le chronomètre, il est déjà là. Tout est prêt, tout est organisé. Pas de mes habitudes. Mathieu, c'est à vous. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, sur le pétrole, dans l'environnement actuel, relativement indécis en tout cas, de mon côté, j'aime assez bien là encore le pétrole pour des questions de risk-reward. Toujours moi, quand je suis dans un environnement assez neutre, j'ai tendance à resserrer mes stops et ma prise de risque. Et donc un peu dans le même constat que ce qu'on évoquait sur Legrand, ce que j'aime bien sur le pétrole, c'est que l'invalidation, elle est relativement proche. C'est-à-dire qu'on voit, en fait, on a une compression de volatilité en triangle ascendant. C'est la petite structure en noir qui se situe, vous voyez, dans le haut
de ce canal de moyen terme baissier qui est visible en pointillé pour le coup. Et donc un peu dans le pendant de ce que j'avais évoqué là en début d'émission sur OVH, on a des cours qui hésitent, qui ont consolidé depuis la fin 2023 sous cette résistance. Donc voilà, un petit ticket haussier me concernant, un faible effet de levier parce que, on l'a dit, l'environnement n'est pas des plus porteurs en termes de risk-off, risk-on. Donc voilà, un petit biais haussier pour viser cette sortie Top. de triangle. Risk-off, risk-on. Vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Ouais, pour mon droit de réponse. Messieurs, Dorian et Jean-Louis, vous êtes tous d'accord? Bon, ben, je m'en vais, on va s'en aller. On verra. S'il n'y a plus de débat. Non, allez-y, le Jean-Louis. Non, mais pourquoi pas il y a tellement d'enjeux en ce moment autour du pétrole, de l'OPEP, etc. Bon, graphiquement, c'est pas mal. C'est vrai que franchir le dernier plus haut là, de la ligne de pointillé, ça serait le signal d'une impulsion. Voilà. Ok, on est donc techniquement haussier, non affirmé, mais quand je dis haussier non affirmé, ça veut dire on reste sur un signal d'achat qui a quand même du mal à convaincre, à se confirmer. Et voilà. Vous faudra un petit quelque chose d'autre? Ouais, mais après ça sera trop tard. Donc Ouais. à partir du moment où on a un stop proche, où on a des outils adaptés, ça peut vouloir dire le turbo par exemple, ou je ne sais pas ce que vous avez recommandé, mais qui limite le risque. Voilà, Sur le pétrole, on a quand même... Oui, il y en a un paquet, là. Je prends le parti de Mathieu, mais on a quand même tendance à avoir du mal à considérer ou analyser ou trouver des raisons qui pourraient faire baisser le pétrole en dessous des 70 ou 75. Donc en termes de risk-reward, c'est vrai que, je ne sais pas, je me trompe peut-être. Alors moi, Oui, Mathieu. Non, après, à moyen long terme, justement, j'ai peur qu'il n'y a personne qui pense ça, en fait. Après, ça, c'est un petit... C'est bien là le risque. Ah ouais, c'est un petit joker que j'ai en tête, mais bon, ça paraît fou. Mais, Là, plutôt à moyen long terme. Mais surtout, moi, dans tous les cas, je serais plus dedans si on retourne. D'accord. Ça sera invalidé plus tôt. Parfait. Voilà. Mais vous aurez votre droit de réponse. Dorian, enfin réponse, tout le monde est d'accord, donc là, Moi, c'est vraiment une réponse. Je suis la recommandation, le signal, quoi qu'on est peut-être un tout petit peu cher, un petit peu haut. Sur votre plateau, le signal très répétitif que l'on a pris à plusieurs reprises chez Meilleur Taux Placement, c'est entre 75 et 80. D'accord. Tout le temps. Et ce que j'attends en ce moment sur le Brent, c'est qu'ils reviennent justement un peu sur ces niveaux-là pour le racheter. On est peut-être un peu cher, mais plus largement, je pense que c'est un niveau intéressant. On parle d'ailleurs beaucoup de l'OPEP, mais ce que l'on surveille pas assez à tort, c'est que l'an dernier, les États-Unis et le Canada, en cumulé, ont produit plus que le Moyen-Orient. Donc La l'OPEP... puissance de frappe de l'OPEP a tendance à diminuer. Exactement. En plus, il y a des pays qui sortent. Exactement. c'est pour ça que ça fait baisser. Et donc pourquoi pas, après avoir au niveau de l'objectif, mais s'il s'agit d'aller chercher les 83, 85, oui, il y a certainement quelque chose à faire. Très bien. Après, il faut garder en tête qu'il y a la Chine où c'est difficile. Enfin, il y a donc des vents contraires, macro qui pèsent et donc voilà. Donc sachant qu'on a quand même, comme le disait Jean-Louis, un aléa géopolitique et un contexte qui est relativement aléatoire, donc il faut en être conscient en termes de taille d'investissement, et c'est pour ça que moi, le turbo en question a un levier très réduit, eu égard à ce commentaire. C'est Voilà. très très clair. En fait, encore une petite non, mais- intervention. comme de la même manière, par exemple, qu'on fait de l'or, c'est-à-dire on en fait un peu, bon ben voilà, là on en fait un peu aussi, c'est-à-dire que investir quand même sur l'or ou sur le pétrole, c'est particulier. Il y a des moments où ça fait sens. Alors, il y a des moments où ça fait sens, par exemple quand l'or baisse beaucoup, et puis quand il y a des excès. Mais là, on est partout, je dirais, au milieu de quelque chose, avec des indications directionnelles qui ne sont pas si fortes que ça, sur le plan technique. Et sur le plan géopolitique, il y a tellement de... Il y a tellement de choses à dire. Je pense qu'on fera une émission spéciale pétrole, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, Jean-Louis. Je vous laisse la parole, d'ailleurs, Jean-Louis, puisque c'est à vous de convaincre vos deux camarades avec Plastic Omnium. Alors, le chrono est là. Eh bien, c'est à vous. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, c'est une ex-star des performances Plastic Omnium qui s'est vraiment écroulée. Bon, alors... Là, si vous voulez l'idée, c'est de dire, on est sur un niveau potentiellement support technique à l'achat. C'est un achat de conviction parce que sur le plan technique, il n'y a pas de market timing. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant, tout de suite.
Plastic Omnium a remporté un prix à Las Vegas, au CES, là. Ils ont l'idée de faire 15 milliards de chiffre d'affaires à l'horizon 2030. Bon, ils sont un peu pressés sur leur marge à cause d'une restructuration, etc. Mais bon, il y a une exagération, je pense, de la sanction sur la valeur. Il y a un rendement aussi de 5% qui peut être quand même sympathique. Et je pense que voilà, là, pour moi, si vous voulez, il y a une opportunité. Une configuration très claire, d'après vous, qu'on voit sur le graphique. Alors, Mathieu, Dorian, qu'en pensez-vous? Là, c'est la guerre qui se déclare entre vous. Non, un débat, c'est ce qu'on cherche. On cherche du débat. Mathieu, allez-y. Alors moi, j'aime pas parce que c'est un titre très faible qui a été, comme les Valeo, etc. C'est tout ce qui a été vraiment attaqué là dans le repli du CAC. Et j'aime pas d'un point de vue technique et trading pur ce principe de zone clairement identifiée, couplé en plus dans le cas de Plastic Omnium avec un seuil rond à 10 €, donc avec un creux qui avait été atteint fin octobre. Sûrement sur un warning vu les volumes, et donc le seul point favorable que je vois, moi, c'est le risk reward, mais attention à mon avis, parce que si on casse les 10 €, c'est généralement, en fait, c'est un peu l'inverse de ce que j'évoquais sur OVH ou autre, c'est que si jamais on doit avoir des phases de sursaut, de latéralisation dans les jours ou les semaines qui viennent, on serait un peu dans le schéma inverse de ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire un titre qui va pour le coup réfléchir au-dessus d'un support, et ce qui, moi, en fait, en termes de proba, quand on est entré dans la baisse, me fait craindre de nouveau plus bas. C'est étonnant parce que vous reprochez à la configuration graphique d'être trop évidente. Mais bon, on y reviendra. Mais quand c'est trop évident, mais c'est comme le pétrole avec les 70, c'est exactement ça. Mais on dit que l'évidence n'éclaire pas, mais elle éblouit. C'est contre votre scénario. Mais vous allez répondre, Jean-Louis. Dorian. Moi, c'est pour deux raisons, même si je rejoins Mathieu sur l'intérêt qu'il peut y avoir sur le risk reward, mais techniquement, je n'attrape pas un couteau quand il tombe, et j'ai peur que ce soit le cas avec ce titre. Et ce qui pourrait me faire l'acheter, c'est l'aspect fondamental. Très honnêtement, je connais mal la valeur et ses caractéristiires fondamentales, donc quand je ne sais pas, je préfère m'abstenir. Il n'est pas en train de tomber, là, il est en train de rebondir. Mais faut vite le dire. Faut vite le dire. Je viens à votre aide, Jean-Louis, mais vous n'en avez pas besoin. Je vous donne tout ce qui a été dit, c'est sûr que c'est exact, puisque le titre, il est en bas, sinon il ne serait pas là. S'il n'y avait pas des problèmes, s'il n'y avait pas des problèmes de marge, des problèmes divers et variés, que le secteur ne soit pas très en forme, oui, bien évidemment. Maintenant, l'idée, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est un achat de conviction, c'est-à-dire, je me dis que Plastic Omnium a des capacités, ils vont réussir leur plan, et le titre va remonter. Mais c'est une croyance quelque part. Ouais. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas, sauf sur ce fameux double appui évident, trop évident pour être honnête, peut-être, c'est ce que Mathieu pense un peu quelque part. Non, mais c'est ce que tu penses. Non, après, c'est je comprends. Je comprends. On recherche un peu comme ça. On recherche, Jean-Louis, si on recherche des configurations techniques à longueur de journée, c'est parce qu'on voit des évidences. Je ne vois pas comment une configuration technique pourrait être trop évidente. C'est ça qui me dérange. Ce qui gêne Mathieu, et moi ce qui me gêne aussi, c'est le gap à la baisse et le fort volume avec la news qui va nous amener à 10. Ça, c'est vrai que avaler, on va dire, cette situation, c'est compliqué. Mais regardez, on l'a déjà fait une fois. On est remonté à la moitié du gap. Et on a avalé toute la journée, partant du point haut au point bas. Donc, il y a eu un envoi de message à ce moment-là. Et on revient en arrière dans un environnement de marché hésitant où, actuellement, les investisseurs ne prennent aucun risque. Ils ne ciblent que les valeurs top. C'est vraiment, on le voit. Demandez aux gérants, etc. Ils cherchent vraiment les valeurs sur lesquelles ils ont quelques doutes. Et, voilà, ils n'en veulent pas. Mécaniquement, celle-ci sera plus attaquée. Donc pour l'instant, ils n'en veulent pas pour l'instant. Très bien, merci infiniment Jean-Louis, c'était très intéressant. On va passer maintenant à la rubrique quiz, à vos marques.
Rubrique à vos marques, le quiz. Alors, j'ai noté sur ma petite fiche spéciale côte française. Non, c'est côte française. On va pas parler du littoral, mais de la côte française. On fait pas encore la météo dans le Trade ou pas. Pas encore. La météo des marchés, peut-être. Alors, messieurs, vous connaissez le principe. J'énonce une question et l'ensemble des réponses. Et quand ceci est fait, vous pouvez commencer à buzzer, bien sûr, si vous avez la bonne réponse ou si vous le pensez. On passe à la première question. Alors, quand le CAC a-t-il été officiellement lancé? Était-ce en juin 1988, en décembre 1987 ou en janvier 1970? Jean-Louis. 88. Alors, Jean-Louis, effectivement, et c'est une très bonne réponse parce qu'il y avait un piège. Oui. Effectivement, le CAC a été lancé officiellement en juin 1988, mais sur la base d'un point de départ fixé au 31 décembre 1987. On ne peut pas piéger Jean-Louis puisqu'il était sur le floor. Vous étiez dans la corbeille à l'époque. Dedans, peut-être pas, mais à côté. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais dit ou pas? Pardon, Léa, allez-y. Non, je vous en prie. Donc, vous voyez bien que l'indice a été multiplié par plus de 7 depuis sa création. Et je le rappelle, pour les néophytes, CAC, ça vaut pour cotation assistée en continu, puisque le CAC varie en permanence. Sa valeur est rafraîchie et publiée toutes les 15 secondes, de 9h à 17h30 sur Il y a un débat là-dessus. Cotation assistée en continu dans la continuité de Compagnie des agents de change. Ouais. Qu'on a réécrit un peu l'histoire. Ouais. Un point pour Jean-Louis. Deuxième question. Deuxième question. Quelle est actuellement la plus faible capitalisation du CAC 40? S'agit-il d'Unibail, Alstom ou Safran? Jean-Louis. Alstom. Effectivement. C'est dur, vous êtes en forme, Jean-Louis, ce matin. Effectivement, c'est Alstom. Et oui, je sais. 4,3 milliards d'euros de capitalisation pour une pondération dans le CAC 40 de 0,18%. Alors, versus ses petits camarades chez Unibail, on est à 0,38% du CAC avec 8,9 milliards et Safran 2,9% à 73 milliards. Donc Alstom a été massacré en bourse en 2023. Le cours a été divisé par 2, même par 3 depuis 2021. Et donc on peut citer pour le constructeur ferroviaire français des problèmes de marge, de baisse de trésorerie et de retard en fait dans ses commandes. Ce qui explique sa capitalisation dégringolante l'année dernière. Et bien sûr, à l'autre bout du spectre, dans les plus grosses capitalisations du CAC 40, on retrouve sans beaucoup de surprise les géants du luxe, avec L'Oréal, Hermès, Total et bien sûr en numéro 1, indétrônable, LVMH. Et en plus, Alstom vient de publier, et ils ont même, parce qu'il y a un risque d'augmentation de capital, et ils ont même évoqué le calendrier, ce qui explique en fait la sous-performance. Quels sont les candidats pour remplacer Alstom au sein du CAC 40 ? Il y a un comité scientifique qui se réunit régulièrement. 2 fois par an. Je ne sais pas si c'est d'actualité, je pose la question naïvement. Ça ne vous dit rien. Il faut regarder le SBF, on va pas continuer ce sujet. Alors. Non, mais il y a dit que c'était sorti, qu'il est revenu. Juste que Jean-Louis est en forme. 2 points. Attention, pour les 2 premières questions, je pense que c'est l'effet buzzer. Il a eu le buzzer qu'il voulait, le bleu. Voilà. Déjà, vous l'entendez, mais donc, on l'entendra pas râler cette fois-ci. Le sujet, la cote française, Jean-Louis, c'est quand même. Troisième question. Troisième question. Quel a été le meilleur mois boursier depuis la création du CAC 40? Février 1988, novembre 2020 ou février 2020? Mathieu, j'ai l'impression que vous ne participez pas. Jean-Louis, vous êtes fatigué peut-être. Non, mais ça vaut bien le principe. Il faut appuyer sur le bouton. Ah, c'est ça, c'est pour ça en fait. Jean-Louis, encore vous. J'ai une hésitation, bien sûr. J'avais gagné beaucoup en mars 88. Je dirais février 88. Effectivement, Jean-Louis, votre intuition ne vous trompe pas. C'est bien février 88. Donc, vous voyez... Après beaucoup à l'époque. Donc, je sais que c'était échéance mars... Et février, ça avait bien... Donc c'est le tout début du CAC 40. Une émission spéciale sur la carrière de Jean-Louis. Mais pas ce soir. Il faudra un grand quiz. Donc vous l'avez vu, donc le CAC 40 a été officiellement lancé en juin 88, donc son meilleur mois n'a pas tardé à venir. Pourquoi? On a été aux prémices du CAC, mais on était encore dans la sortie en fait de la crise de 87. Et donc il y avait des mois très erratiques sur le CAC 40. Et le mois de janvier avait été parmi les plus mauvais mois du CAC 40 avec moins 10,16%. Et donc en février, il y a vraiment un effet rebond puisqu'on inscrit une performance de plus de 25% après ce lundi noir d'octobre et la remontée des taux. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui peuvent expliquer pourquoi on avait vraiment des creux et des hausses très importantes.
À l'époque, la réactivité des foules, des opérateurs, était beaucoup moins forte qu'aujourd'hui, puisque la communication passait de manière extrêmement différente. C'était les journaux. Manuel, c'était dans la corbeille, enfin autour de la corbeille. Il y avait le début des cotations en continu, mais il y avait la bourse du matin, etc. Mais un peu avant aussi, en 86, 7. Et là, en fait, mais la volatilité des titres était beaucoup moins forte qu'aujourd'hui. D'accord. C'était très rare. Si vous voulez, la réservation, c'était 7%. Par exemple, à l'ouverture, aujourd'hui, c'est 10. Très bien. Par exemple. 3 points pour Jean-Louis, imbattable aujourd'hui, puisqu'on n'a que 5 questions, mais on va quand même continuer pour le sport. On est sur un rallye. Pour le sport, vous n'étiez pas né. À l'école, moi j'étais très loin. 4e question. 4e question. Quelle a été la plus forte hausse du CAC 40 sur un jour ? 19%, 15% ou 11% ? Florian. De pression, là. Grosse pression. Dans la douleur. Allez. Non, faut le laisser répondre. Laissez-le parler. Écoute, je vais dire 11. Oui, c'est bien, bravo. ça valait le coup de se faire violence. C'était le 13 octobre 2008. 13 octobre, mon C'est anniversaire. un rebond, Voilà. je pense. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est tous les ça. 13 octobre. Plus, Un rebond de crack, je crois. Ouais. effectivement, plus 11,18%. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette plus belle journée sur le CAC 40 s'inscrit sur le pire mois de son histoire, moins 13,52%, et la pire année aussi de son histoire, moins 42,68% en 2008. Alors, je ne vous refais pas l'histoire, 2008, c'est la crise des subprimes, donc le CAC 40 divisé par 2 entre l'été 2007 et Noël 2008, et le 13 octobre, l'Europe dévoile son plan de sauvetage pour les banques, et là, l'euphorie sur les marchés qui inscrit cette magnifique performance. 3 points pour Jean-Louis, 1 point pour Dorian. Mathieu, réveillez-vous. Il faut on appuie sur le bouton. Allez, pour moi. Quoi qu'il arrive. 5e question, c'est la plus simple. Quelle société détient le record du plus gros bénéfice ? Attention, quand j'entends bénéfice, j'entends résultat net part du groupe, du CAC 40 sur un exercice. S'agit-il de Vivendi, Alstom ou Total ? Un exercice. Je croyais que j'avais le droit de répondre. Ah bah oui. Non, je suis désolé. Dorian. On me laisse même. Total. Non. Ah, pour le coup, j'aurais hésité avec Vivendi, alors je vais dire Vivendi. Et oui, c'est Vivendi. Alors, il y a un piège. C'est une stratégie, en fait. Il y a un piège. J'ai voulu, Il y a un exactement. piège. Le bénéfice. Le résultat net part du groupe, c'est la somme de tous les résultats nets des sociétés qui forment un groupe, moins les dividendes qui sont versés uniquement aux actionnaires minoritaires. Or, Vivendi, en 2021, inscrit un bénéfice net de 24,69 millions d'euros versus Milliards, versus 1,44 en 2020, donc un écart absolument énorme. Alors certes, il y a eu des bons résultats en 2021, mais ça n'explique pas tout. C'est parce qu'en fait, en 2021, à fin 2021, ils ont choisi de céder Universal Music, qui était un des fleurons pour l'introduire à lui seul en bourse. Et donc, le versement, en fait, le gain... Le capital récupéré lors de cette introduction a constitué un résultat... Voilà, et qui ne rentrait pas dans les dividendes aux actionnaires minoritaires, d'où le résultat net part du groupe qui a absolument explosé cette année-là. Bravo Mathieu. Et pour le d'avoir sauvé l'honneur. C'est pour des mauvaises raisons. Vous avez enfin compris comment ça marchait. Je pensais que c'était au début des années 2000 avec Messi et tout, donc j'y étais pas du tout en fait. Donc vous avez toujours pas appuyé, voilà. Vous aviez toujours pas appuyé, donc la prochaine Total, fois, c'était j'aurais pas dit. trop évident. Exactement, il y avait une part de ça aussi. Ça faisait quelques temps, Jean-Louis, que vous n'aviez pas gagné un quiz. Ouais, Oui, c'est vrai. On est Là, vous avez mis tout le monde voir. d'accord. Je vous Ouais, félicite. si vous me donnez le bleu, c'est l'effet buzzer. C'est ça. Chemise bleue, buzzer bleu. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Je rappelle à nos téléspectateurs, à nos spectateurs, enfin aux internautes, que si vous souhaitez qu'on évoque une société, une compagnie, une action particulière, vous pouvez nous écrire à info@sgbourse.fr. Voilà, si vous aimez cette émission, dites-le, partagez-la sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne journée et bon trade.